Bienvenue dans ce nouvel épisode de Business and Leaders. Bienvenue pour une nouvelle découverte, la découverte d'un grand monsieur qui a marqué et qui marque toujours l'empreinte culturelle et artistique de notre pays à travers sa nouvelle mission qui lui a été confiée par Sa Majesté il y a quelques années maintenant. Avec moi, accueillir Mehdi Khotbi. Merci Mehdi d'être là. Merci pour ton amitié et surtout d'avoir accepté spontanément ce rendez-vous pour nous parler de toi, mais de toi différemment. On connaît Mehdi Khotbi, l'homme public. J'aimerais connaître le Mehdi tout court. Et la première question pour engager cette conversation, qu'est-ce qui fait courir Mehdi? D'abord, bonjour. Merci d'avoir pensé à m'inviter. C'est un plaisir de vous retrouver, de retrouver cette émission que je suis depuis quelque temps maintenant et que je trouve fort intéressante parce que elle change des rails habituels. Je dirais que c'est de nouvelles rails sur lesquels nous sommes mis pour essayer d'expliquer un parcours qui a, lui, varié. Donc, en fait, c'est la passion qui me fait courir. Depuis très jeune, j'ai eu cette envie d'être... j'ai toujours eu la passion. Même quand je ne savais pas écrire et lire, j'ai eu la passion des rencontres. La passion aussi de dire que l'autre peut être une bouée de sauvetage pour moi. Et ce qui était le cas pendant tout ce parcours de vie dont je ne veux rien changer, aucune virgule, aucun point, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et je remercierai jamais assez le bon Dieu, c'est une chose que je dis souvent, que je dirai tout le temps, d'avoir eu ce parcours riche de rencontres d'abord, parce que la vie, quand vous rencontrez des gens de qualité, des gens qui vous font grandir intellectuellement, spirituellement, qui vous font grandir aussi dans votre esprit, afin de ne jamais perdre espoir. Et c'est sur ce point-là que je veux vraiment, si vous me le permettez, appuyer sur cet espoir. Je veux le faire passer à la jeune génération. Et je voudrais vous donner ça en exclusivité. Nous faisons la nuit des musées, qui vient d'avoir le haut patronage de Sa Majesté le Roi, la nuit des musées et des galeries et des espaces culturels qui vont ouvrir de 18, c'est-à-dire ils vont rester ouverts jusqu'à minuit, afin de permettre aux familles d'aller dans les musées, d'aller voir la lumière, d'aller voir la culture, d'aller voir la beauté, mais d'aller en famille. Et cette édition est importante parce qu'elle est focalisée sur la transmission des jeux pour les jeunes, pour attirer les jeunes, pour les inciter à aller dans les musées, pour les inciter à ouvrir leur esprit, à trouver un lieu d'accueil dans les musées. C'est cela qui est important pour moi. Très bien. Tu as parlé de lumière, ou de rencontres, quels sont les 3 ou 4 personnages qui ont marqué ta vie et qui t'ont quelque part amené vers cette lumière dans laquelle tu es aujourd'hui? Écoutez, ça se résume pas à 3 ou 4 ou 5 ou 6 personnes. Ça se résume à des centaines de personnes de qualité. Et je voudrais citer d'abord cette rencontre exceptionnelle avec une personnalité hors du commun, qui est d'abord Mohamed VI. Sa Majesté Mohamed VI, son humanité, sa sensibilité, sa vision m'ont beaucoup impressionné parce que quand j'ai eu ce bonheur et cette chance d'avoir pu l'approcher en 1986, donc ça remonte à quelques années, et qu'il m'ait donné la possibilité, parce que j'avais eu la chance, quelques jours auparavant, de rencontrer Sa Majesté Hassan II, Allah yarhamou, et d'avoir aussi rencontré une lumière. Et la deuxième lumière. Et donc, c'est ainsi
qu'après j'ai pu voir la lumière royale. D'abord, elle était princière pour devenir royale après. Et cette lumière a été une leçon exceptionnelle de voir ce prince héritier, fils de roi et futur roi, qui écoute, qui compatit, m'ont beaucoup ému, au point que j'avais les larmes aux yeux quand j'ai eu la chance d'évoquer cette période, ce moment-là où j'ai eu la chance de rencontrer Sa Majesté Mohammed VI, la chance de pouvoir lui parler. Quand il m'a posé la question, en me disant un peu, il voulait me connaître, et que je lui dis ma mère était femme de ménage et mon père était brancardier, ça a changé complètement la façon dont je pouvais assumer cet héritage qui est lourd. Et de voir que son attitude, l'attitude de Sa Majesté n'a pas changé à mon égard. Et au contraire, il m'a encouragé par la suite à avoir une maturité et assumer cette appartenance sociale. Je ne devais pas avoir honte de mes origines, ni d'où je viens, mais au contraire, c'est devenu un élément essentiel pour moi pour avancer dans la vie. Tu es une preuve vivante de ce qu'on appelle l'ascenseur social, puisqu'aujourd'hui tu viens d'exprimer finalement d'où tu viens, et beaucoup de gens nous regardent, nous écoutent, et se posent souvent la question de se dire, si on n'est pas dans ceci ou dans cet environnement, on ne peut pas réussir, et tu prouves de fait que par tes rencontres et par celle qui est principale avec Sa Majesté, nonobstant tes origines familiales, ton héritage, tu en as quand même fait quelque chose d'assez important, et aujourd'hui tu délivres un message. Or, ce message aujourd'hui, c'est in fine, qu'est-ce que tu retiens des éléments de cette rencontre avec Sa Majesté qui t'ont boosté, qui t'ont fait courir pour pouvoir transcender les difficultés sociales? Cette rencontre, qui était pour moi une rencontre exceptionnelle pour une raison simple, c'est que pour la première fois, ça faisait plus de 10 ans que je n'étais pas retourné au pays, au Maroc, et pour la première fois où j'étais devant le prince héritier du royaume du Maroc, futur roi du Maroc, et qui m'écoute, et qui ne change pas d'attitude à mon écart parce que je lui dis que j'étais issu d'une famille très modeste. Ça, c'était un encouragement, comme je vous le disais tout à l'heure, à assumer ce passé très lourd, parce que c'est très difficile, parce que ce qui était la qualité quand je suis arrivé en France, qu'on n'avait pas à l'époque dans notre pays, personne ne demandait d'où tu viens, d'où je viens, mon pédigré. J'avais simplement les gens qui acceptaient comme je suis et qui étaient en face d'un individu de ce qu'il pouvait apporter. Pour ça que j'ai tant aimé la France. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens exceptionnels, des grands écrivains, des grands poètes qui ont marqué l'histoire de l'humanité par leurs écrits, par leurs créations, et qui m'ont accepté, qui m'ont écouté, qui m'ont donné cette impression que je pouvais apporter quelque chose. Le nombre d'années, de mois ou d'années que j'ai passé à la fréquentation d'un des grands hommes de l'humanité, de l'humanité littéraire, qui est Senghor. Et quand j'avais des rendez-vous avec lui mercredi, chez lui à la maison, je sortais de chez lui et je sautillais comme un enfant de 14 ans, en disant, mais quel bonheur, parce que ce monsieur m'a beaucoup apporté. Il n'y a pas que lui, bien évidemment, il y avait d'autres encore. Mais Senghor a été pour moi primordial, parce que c'est lui qui est venu, après avoir vu mon travail, en disant, je veux faire un livre avec lui. Donc on a fait 2 livres, il a fait un texte sublime sur mon travail, et on a noué une relation assez exceptionnelle alors qu'on n'était pas de la même génération. Mais quelle merveille de l'écouter, de l'entendre. Et moi, j'étais comme une éponge, j'absorbais. Et quand je sortais de chez lui, je me dis, mais qu'est-ce qu'un petit bonhomme comme moi
pouvait apporter à un géant comme lui. Et je me suis rendu compte que tout échange peut apporter à l'autre. Justement, l'objet de ce podcast, c'est de développer des échanges qui peuvent apporter une contribution au moral et à l'espoir de la jeunesse marocaine. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, quand j'étais là-bas, on m'a accepté tel que je suis. Si on devait donner le portrait robot de Mehdi Qutbi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise? Qui est Mehdi Qutbi? Qu'aimerais-tu qu'on dise de manière la plus authentique possible? À la plus authentique possible, je crois que simplement, je voudrais qu'on dise que ces rencontres étaient une leçon pour moi pour être humble, modeste et à l'écoute des autres. Ce qui n'est pas toujours facile. Non pas d'être humble, je le suis. Je suis humble, je suis modeste, j'espère. Il peut y avoir parfois, on n'est jamais parfait. Mais je crois, je le vois par exemple, quand je fais ma prière. Je demande toujours au bon Dieu de faire en sorte que je veuille du bien aux autres. Et j'espère toujours que le bon Dieu m'aidera toujours à vouloir du bien aux autres et ne jamais envier les autres. Est-ce que l'équation Dieu, entre guillemets, si je peux me permettre cette liaison, a été présent dans l'émergence de ta passion de la peinture? Comment est venue cette passion de la peinture? Écoutez, la passion de la peinture, je ne suis pas né avec. C'est pour ça que je crois au hasard de la vie. Il faut savoir écouter la vie. Et il faut savoir écouter aussi son cœur. Il faut savoir écouter aussi ses envies. L'histoire, tout le monde la connaît. Je me suis trouvé au lycée militaire. J'ai pris les pinceaux spontanément et j'ai fait un dessin qui a changé mon existence. C'est aussi simple que ça. Mais ce geste d'aller pour faire quelque chose sur un mur, c'est comme un message divin, un message de Dieu qui me dit voilà, ton chemin est là et pas un autre. Alors que quand vous fouillez à l'intérieur des choses, vous trouvez que j'étais pas fait, ni pour la peinture, ni pour l'art. Dans mon milieu, dans mon environnement familial, on n'avait ni musique, ni littérature, ni livres, ni rien. C'était le néant, c'était sombre partout. Même la maison était sombre. Les fenêtres étaient à peine laissées transpercer un peu de lumière, mais pas beaucoup. Donc on était dans le noir. Et à un moment donné, le bon Dieu m'a envoyé un peu de lumière, que j'ai suivi, que j'ai spontanément attrapé. Et c'est comme ça que je suis arrivé vers l'art, qui constitue pour moi ce que je suis aujourd'hui. Je lui dois ce que je suis. Et vous savez, chaque jour que Dieu fait, que je prends la voiture pour aller à Rabat le matin, parce que j'habite à Casablanca, une ville que j'aime profondément. Et je trouve que cette ville est en train de se transformer, de s'embellir. Et elle devient encore plus accueillante qu'avant. J'aime vivre dans cette ville. Et quand je prends la voiture pour faire entre 1h15 et 1h30 de route, aller et retour, 1h30 de retour, je me dis quel changé, quel bonheur. Comment ne puis-je pas être reconnaissant au bon Dieu de faire quelque chose qui me plaît et que chaque fois anime et ranime la passion que j'ai pour l'art et la culture. La passion, le bonheur, c'est aussi partager. Le partage est essentiel. Vous savez, quand vous prenez un repas tout seul, il est toujours insipide. Mais quand vous le partagez, ne serait-ce que de l'huile d'olive et du pain avec un verre de thé, il a une douceur et un goût qui n'a pas de pareil. Le partage est essentiel. Et nous sommes une société de partage et nous devons conserver
se partagent. Pour rester dans la métaphore de la lumière, un sujet que nous avons abordé régulièrement et pas plus tard que tout à l'heure, celui de l'éducation. L'éducation étant ce qui permet de fabriquer la lumière à tous et d'être inclusif. Quel est ton regard, ou est-ce que tu as eu à traiter cet enjeu d'éducation dans le cadre de tes peintures, quelle est ta conviction sur le sujet pour que notre pays demain soit le plus inclusif possible? Comment tu vois ça aujourd'hui? Alors d'abord, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'étais enseignant pendant presque 30 ans. J'ai enseigné les arts plastiques dans un lycée extrêmement réputé parce que au cœur de Paris, et c'est très drôle aussi, regardez comme la vie était fabuleusement bien faite. Il y avait 3 ou 4 fils de Premier ministre quand même qui sont passés par cet établissement. De Villepin, Juppé, et un autre Premier ministre de Sarkozy, dont les enfants sont passés, ils étaient mes élèves à l'école, au lycée. Et j'ai pu comprendre de l'intérieur le rôle de l'éducation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons un travail qui a été entrepris grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, de mettre l'éducation et la culture comme une priorité. La Fondation nationale des musées, dont j'ai la responsabilité, s'associe pour la nuit des musées avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur pour pouvoir envoyer un message encore plus fort à la jeunesse, pour les inciter à aller vers la lumière dont on évoquait tout à l'heure la chose. Car si vous avez une éducation, vous avez toute la société qui change. Ça veut dire quand vous êtes bien éduqué, vous respectez le code de la route, vous respectez les gens. C'est-à-dire que vous avez une éducation, vous avez été, votre esprit s'est formé à respecter la société, à respecter le pays, à respecter l'autre. L'éducation est une des choses essentielles dans une société. Et il est important que nous puissions réussir ce volet-là. Dans ce cadre-là, que dire à un jeune ou des jeunes? Je ne sais pas si tu es au fait de quelques chiffres. Tu as dû certainement en entendre parler. On parle de 1 500 000, 700 000 jeunes qui sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation. On a 400 000 décrocheurs scolaires par an. On a 200 000 jeunes diplômés par an qui arrivent sur le marché du travail. Et notre économie ne crée que, allez, bon an, mal an, 100 000 emplois. Tu vois bien le déficit colossal. Quel message donner à cette génération de jeunes dont tu évoquais tout à l'heure dans ton propos initial, pour qu'elle puisse continuer à rêver de Maroc et à croire que c'est possible? Et la preuve, on peut venir d'un milieu pas très aisé, comme on l'a vu avec nos différents invités, tu en as parlé aujourd'hui. Quels sont les mots pour contrer les mots MAUX qu'on pourrait donner à cette nouvelle génération? Combien cette question est difficile. Elle est difficile non pas du tout par la formulation et l'interrogation que vous vous posez, mais par lui formuler une réponse. Car je pense que si moi je pouvais trouver une solution, quiconque aurait pu trouver une solution. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que le Maroc, en 20 ans, 25 ans, est devenu un autre Maroc. Je vois aujourd'hui les gens qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas venus ne serait-ce que pendant 10 ans dans notre pays, et de voir le bon qu'il a pu faire. Néanmoins, il ne faut pas non plus les oublier de ce développement. Et je pense que les autorités sont plus compétentes que moi aujourd'hui. Ils sont en train de faire un travail dans l'éducation nationale pour essayer de doter ce pays aussi
d'écoles, de lieux de formation. Et je pense que aussi le rôle de l'entreprise est essentiel. Essayez, vous savez, j'ai vu par exemple dans mon établissement où j'étais professeur, des enfants qui allaient dans des entreprises faire un stage, se former, car il est important de voir qu'une entreprise, comment elle se constitue, les gens ne comprennent pas comment un travail s'est fait, comment une entreprise, que les responsables d'une entreprise, combien ils travaillent pour pouvoir avoir les moyens aussi de développer et les moyens aussi de bien vivre. Et il est important d'inculquer à la jeune génération aussi la passion. Transmettre la passion. Et vous avez raison dans vos émissions d'insister et de voir des gens qui sont animés par une passion et s'ils peuvent la transmettre aux autres. Car cette passion est essentielle, car cette passion est nécessaire, mais une passion sans rigueur ne marchera jamais. Il faut de la rigueur. Et c'est ce que, vous voyez, dans la responsabilité que j'ai aujourd'hui, c'est une chose que je constate au quotidien. Vous savez, je me rappelle toujours que le président Kennedy disait « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Arrêtez d'attendre tout d'un gouvernement, mais essayez de faire vous-même. Regardez ce que vous pouvez faire aussi pour ce pays, pour qu'il avance comme il avance aujourd'hui et qu'il est devenu ce pays un exemple dans le monde à suivre. » Moi je vous dis franchement, je voyage beaucoup. Tous les mois, je voyage au moins 2 fois. Quand je reviens ici, il y a une sérénité. Et dans ce monde de violence et de guerre, c'est un pays où je retrouve une paix intérieure comme je ne trouve nulle part ailleurs. Je voudrais que les Marocains puissent revenir à cette idée de qana'a. Aujourd'hui, il y a un peu, je pense, un manque de qana'a. Le qana'a est intraduisible. Et il faut qu'on arrive à ce que les gens puissent dire qu'elle changeait, d'avoir une santé, d'avoir un lieu où dormir et d'avoir de quoi manger. C'est autre chose. Et si on a encore la passion, c'est c'est la cerise sur le gâteau. Donc tout ça est lié. Et moi, je ne peux pas trouver d'autres mots que dire qu'on est capable, tous, de ne jamais baisser les bras. Vous savez, je me rappelle un jour, je me trouvais sur une route en 69. J'arrivais en France, une rentrée, c'était un hiver, froid, que je n'ai jamais été confronté. J'avais sur moi une cape qu'un Français m'avait donnée, une famille extraordinaire que je connaissais à Rabat, et qui m'ont dit les hivers vont être rudes, prenez cette cape, elle va vous réchauffer. Et elle m'a réchauffé, elle a été utile pour moi, car je pouvais me rouler dedans et j'avais chaud. Et j'avais faim. Je me rappelle très bien, c'était entre Vierzon et Limoges. Je faisais du stop et j'avais faim. Et j'ai trouvé un petit morceau de pain beurré. Et dans ce morceau de pain beurré, il y avait 2 cailloux que j'ai enlevés, que j'ai mangés. J'ai remercié le bon Dieu en disant, mon Dieu, vous m'avez envoyé un message de ne jamais perdre espoir. Même quand on a faim, on peut trouver un petit morceau qui peut nous combler. Il s'avère Sa Majesté, à travers la Fondation Mohamed V, vient de lancer l'opération Marhaba 2025, donc, dont l'objet est d'accompagner le retour de la diaspora marocaine pour sa période de vacances. Tu fais partie des pionniers de ces binationaux, de cette diaspora, qui ont accepté de venir et de vivre une expérience entre ces deux nations. Quels sont les messages, d'après toi, que tu pourrais donner à la diaspora aujourd'hui qui nous écoute pour accélérer ou accentuer chez elle son désir de Maroc aujourd'hui, qui apparemment est très prégnant et très présent en ce moment, mais le passage à l'acte semble difficile?
D'abord, je voudrais vous dire que je n'ai vraiment aucun conseil à donner. Il serait prétentieux de ma part et présomptueux de donner de conseils. Je suis pas là pour donner des conseils. Je vois déjà que la diaspora marocaine, déjà à l'époque où je me trouvais en France, ils sont attachés à leur pays. Ils sont attachés à leur roi. Vous savez la fierté que les Marocains ont de parler de notre roi. Ils ont un amour incroyable pour notre roi et pour notre pays. C'est extraordinaire. Et je trouve que aujourd'hui, c'est merveilleux. Ces Marocains, c'est pour ça que quand je vous parlais du pays comme un exemple pour le monde, même cette diaspora est un exemple pour le monde, pour son attachement à leur pays. Ils sont très attachés à ce pays, qui est notre pays. Ils sont attachés, je le répète encore, à notre monarchie, à notre roi. Ils sont les meilleurs ambassadeurs et les meilleurs serviteurs. Et quand on voit aujourd'hui, hier, j'étais avec un Marocain qui est né en Corse, un grand entrepreneur qui est encore jeune et qui est décidé en disant, écoutez, j'aime ce pays, j'aime aussi la France, mais je suis très heureux de pouvoir implanter mon entreprise et de partager ce savoir que j'ai appris en Europe et en France avec mon pays d'origine, alors qu'il est né en Europe, qu'il est né en France, que ses parents ont immigré très jeunes. Donc cet attachement sera indestructible parce que ce jeune homme qui a 31 ans, 32 ans je crois, fera aussi passer le message et le témoin à ses enfants. Car cet attachement est un attachement viscéral de tous ces gens-là. Et nous avons cette chance d'avoir un pays accueillant, un pays avec une culture, avec une tradition, et avec un patrimoine d'une richesse incroyable. Donc, vous voyez, c'est à moi de recevoir des conseils et des leçons de mes compatriotes, j'allais dire les compatriotes des deux rives. Quelle serait au moins une erreur à ne pas faire quand on a envie de revenir au Maroc? Ce serait laquelle au regard de ton expérience? Oh, peut-être c'est les erreurs qui font qu'on apprenne un peu davantage les choses. Il faut avoir des erreurs, commettre des erreurs, faire des erreurs. C'est surtout si j'ai une suggestion à faire, c'est d'abord de croire partout à travers le monde, personne n'est parfait. L'homme n'est pas parfait. Et donc il peut y avoir parfois des malentendus. Et il faut passer au-dessus des malentendus. Car partout on trouve des gens très bien, des gens bien et des gens moins bien. Il faut être optimiste. Et il faut bien voir qu'on est aujourd'hui dans la constitution d'un pays, on est dans un pays de droit. Et je pense que quand il y a un problème, on connaît le droit et on sait que le droit est protégé dans ce pays. Tu sais mieux que personne que la culture est un élément très important dans l'éducation et dans l'émergence, on va dire, d'une nation équilibrée. La culture est importante et en tant que telle, c'est même une industrie dans beaucoup de pays du monde. Comment cette dimension d'enseignement de la culture peut demain s'ancrer dans le dispositif pédagogique éducatif national? Parce qu'on sait clairement que ce n'est pas le cas aujourd'hui, nonobstant les initiatives sporadiques qu'on peut trouver ça et là. Tu as commencé par une initiative par rapport à la nuit des musées. Comment demain ça peut aller plus loin pour que dans le programme, dans le contenu, dans toutes nos écoles, que ce soit à la Sarna, à Casa ou à Rabat, on puisse inscrire la culture, l'apprentissage de l'éducation à travers un certain nombre d'activités culturelles peut s'ancrer définitivement. Alors d'abord, j'ai eu un échange avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Brada, aujourd'hui. J'avais d'ailleurs eu toujours de bons rapports avec tous les ministres de l'Éducation nationale depuis que j'ai pris la responsabilité des musées.
Sebrada m'a dit que une de ses préoccupations aujourd'hui, c'est d'essayer d'ouvrir la culture, l'accès à la culture à tous les enfants, par la musique, par le théâtre, par la peinture, c'est-à-dire donner la possibilité d'équilibrer un enfant. Un enfant a besoin d'avoir un travail à faire, à produire, qui est celui de la scolarité, mais en même temps, il a besoin aussi de se nourrir par cette lumière qui est essentielle pour bien exister, pour bien aimer la vie. Et je pense que le ministre aujourd'hui de l'Éducation nationale a bien compris ça. Il est en train de travailler dans cette optique-là et dans ce cheminement-là. La Fondation nationale des musées a décidé de travailler et d'offrir la possibilité aux jeunes, la gratuité des musées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière. Le musée doit être approprié. Les enfants doivent s'approprier ces musées qui sont à eux. Cette culture, ce patrimoine, il appartient à chaque Marocain. Chaque musée, il y a un petit morceau qui appartient à chaque Marocain et donc nous devons d'être fiers de ce patrimoine, être fiers de notre histoire, connaître notre histoire, parce que vous savez, il y a une parabole qui dit « Connais-toi d'abord avant de connaître les autres, aime-toi d'abord avant d'aimer les autres ». Et donc, nous devons de passer l'information, d'informer et de former les enfants à bien connaître leur patrimoine, leur histoire et la richesse et la diversité que nous avons dans notre pays. Commençons par cela. Après, ouvrons les musées. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il suffit simplement d'avoir une carte de scolarité ou une carte d'étudiant ou être enseignant. Sur présentation de cette carte, c'est la gratuité. Et sachez aussi, c'est une instruction de Sa Majesté de démocratiser la culture. Et la démocratisation aussi passe par offrir aux professeurs et aux enseignants la possibilité d'aller dans les musées gratuitement quand ils veulent. C'est des gestes, c'est des actions que nous pourrons encore enrichir. Et nous allons, pour cette nuit des musées, signer avec une institution. On va offrir aux jeunes étrangers qui viennent au Maroc la possibilité d'avoir 50% à payer pour entrer dans nos musées, dans nos lieux d'histoire, et en même temps, offrir aux Marocains qui partent à l'étranger la possibilité d'aller à 50% dans les musées. Donc, vous voyez, donner la possibilité aux gens d'aller, mais sans les infantiliser. Car, en donnant l'initiative, les gens deviennent matures. Ils deviennent responsables eux-mêmes des choses. Parce que vous ne pouvez pas pousser les gens, vous ne pouvez pas les prendre par la main et les amener au musée, mais quand on leur donne la possibilité d'aller dans les musées, voilà ce qui contribuerait. C'est parmi les choses qui peuvent contribuer, faire évoluer cette envie d'aller dans les musées, s'approprier ces musées, ces espaces. Et nous sommes en train de travailler pour que chaque musée puisse être équipé d'Internet, pour que les enfants, les jeunes, car aujourd'hui c'est un langage qui leur appartient, ils savent manier cela, ils discutent qu'avec ça. Donc les faire évoluer et ne pas rester toujours sur les réseaux sociaux. J'entends bien les initiatives que tu as prises en tant que patron d'une grande institution qui a vraiment installé un ancrage sur nos musées, notre histoire. Mais je vais te poser une question directe, parce que je sais que tu as des convictions sur le sujet. Demain, Mehdi Qutbi, ministre de l'Éducation, quelle serait sa première initiative structurante pour promouvoir la culture dans nos écoles, partout au Maroc? Alors d'abord, je peux vous dire, et j'insiste beaucoup, je suis tellement heureux d'être responsable des musées. C'est un bonheur, et un bonheur au quotidien, comme je vous le disais au début de notre entretien. Mais faisons un peu de prospective. Vous savez, c'est très prétentieux
car l'éducation est une affaire énorme, considérable, car c'est les bases mêmes d'une société qu'on veut, une société qui évolue dans la bonne direction. L'éducation, c'est aussi, comme je vous le disais dans cet entretien un peu avant, c'est aussi la possibilité d'apprendre que l'autre existe, que vous n'êtes pas tout seul. Je n'ai pas de conseil, car c'est aujourd'hui les ministres qui étaient là-bas, qui étaient dans ce poste, qui dirigeaient ce poste, c'est des gens qui étaient très bien, et les gens qui sont aujourd'hui sont encore aussi bien. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent je n'ai pas à leur donner de leçons, mais je pense que cette idée que le ministre actuel de l'Éducation nationale veut insuffler dans le process de la culture et de l'ouverture, c'est l'expression artistique. C'est parmi les choses, vous savez, il y a tellement de choses, vous savez, j'allais dire, il faut éduquer les éducateurs, les former, éduquer les parents et les former, car le rôle des parents est essentiel. Vous savez, quand j'étais enseignant, je me suis rendu compte d'un handicap que j'avais, c'est pour ça que je ne réussissais pas à l'école. J'étais dyslexique. Mais personne dans mon milieu se posait la question ce que c'est la dyslexie. Je venais avec des résultats extrêmement horribles qui m'ont fait dégoûter l'enseignement et l'école parce que je n'ai pas trouvé, peut-être, à l'époque c'était un peu compliqué, c'était difficile et je n'ai pas à demander, simplement avec le temps. Je me disais si j'avais des parents qui savaient lire, qui savaient écrire, qui pouvaient comprendre les difficultés qu'un enfant pouvait avoir. On n'avait pas cette chance, malheureusement. Et donc, ce qui fait qu'en étant enseignant, j'ai découvert combien c'est important éduquer les parents. C'est par ça qu'il faut presque commencer à les responsabiliser en leur disant que l'enseignant est là pour donner la possibilité de donner une forme d'ouverture. Mais cette ouverture ne peut se consolider que quand il rentre à la maison pour revoir les leçons avec lui et voir si cet enfant n'a pas des problèmes avec la vision, des problèmes avec les oreilles pour lui, le problème avec simplement comme j'étais un dyslexique. Et donc au lieu de me soigner, on me soignait avec des coups. Donc c'était un peu compliqué. C'est pour cela que je me suis échappé de l'école. Mais ce qui était drôle, parce qu'il faut toujours trouver dans chaque situation des côtés drôles, c'est quand j'étais invité dans une université américaine pour donner une conférence sur mon travail. Et parfois, je parcours cette assemblée d'étudiants qui ont le bac, qui ont les licences, qui ont plus que ça, parfois des doctorants, et de pouvoir discuter de mon parcours, parler de ce que j'ai vécu. Je dis, mon Dieu, qu'a changé. Pour vous dire aussi, ce n'est pas du tout pour encourager, mais pour dire aussi que la vie est un enseignement au quotidien qui est aussi fort que l'enseignement de l'école basique. Je vais rester sur cette idée d'éducation culturelle. Et comme tu as une expérience quand même assez fournie sur le sujet, quel pourrait être ce que j'appellerais le socle artistique qui devrait être enseigné à l'école entre le théâtre, entre, je dirais, la littérature. C'est quoi le socle artistique qui pourrait être mis dans un programme et obligatoire? Quelles seraient les 3-4 matières d'après toi? Moi, je dirais que vous avez cité ce socle qui est multiple. Il faut donner la possibilité aux gens. Vous voyez, je suis désolé, je vais prendre le cas d'un de mes amis que vous connaissez très bien, qui s'appelle Moulay Hafid de la LMI, qui est aujourd'hui un des grands patrons dans ce pays. Il m'arrive souvent d'aller le voir et de le trouver chez lui en train de jouer le oud. C'est un grand virtuose. Cette idée de se détacher du quotidien et de ce que son métier lui impose comme obligation et d'aller vers
cette luminosité par les sens, ça lui donne cette chose extraordinaire d'être un grand patron et d'avoir une vision. Car quand vous n'avez pas la vue uniquement sur un guidon, que vous remontez comme ça pour voir ce qui se passe ailleurs, vous avez une vision, vous pouvez prendre du recul pour avancer encore plus. Donc, donnez aux enfants la possibilité de s'exprimer, leur donner la possibilité de travailler encore davantage dans ce domaine de la culture, de s'ouvrir. Vous voyez combien je dois au savoir de la lecture elle-même, parce que ce qui a enrichi et complètement fait évoluer mon existence, c'est les livres. Quand j'ai appris à lire, j'ai appris tardivement. Ça a été un bonheur, car de lire ce que les écrivains peuvent avoir comme expérience, ce qui vous ouvre comme chemin dans votre esprit, vous dites, je ne peux pas ne pas lire. Je lis tout ce qui me tombe sous la main. C'est essentiel, la lecture. C'est cette lecture qui nous donne envie. Un roman, ne serait-ce qu'un roman, vous donne la possibilité de vous poser des questions sur vous-même, sur les autres, sur la société. Donc la lecture est extraordinaire. Pouvoir peindre, pour connaître les couleurs, connaître la vie, s'échapper du quotidien, faire de la musique, apprendre à écouter, à former son oreille à des sons de qualité. Il y a une chose qui est incroyable. Un jour, j'assistais à un concert de l'Orchestre national de Tokyo, à Paris. Et j'ai vu qu'avant qu'ils jouent, on leur donnait ce qu'on appelle la cérémonie de l'encens. Ils respiraient. Et vous savez, quand vous respirez des bonnes choses, des belles choses, des choses merveilleuses, vous ne pouvez en échange sortir que des choses merveilleuses, que des choses belles. Vous voyez, la vie est une chaîne de choses. Et il faut absolument aussi respecter cette chaîne. Alors justement, malheureusement, c'est le temps court. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a beaucoup parlé tu viens de parler de chaîne, on a beaucoup parlé de lumière, on a beaucoup parlé d'assumer qui on est, d'où on vient. Quel serait le message essentiel à passer à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, à nos podcasteurs aujourd'hui, et à cette génération qui, encore une fois, de s'autosatisfaire de ce qu'on est et d'accepter le Maroc tel qu'il est aujourd'hui, qui est dans un bon momentum de développement, etc., et de se dire finalement, on peut faire des choses au Maroc, on peut grandir à travers des rencontres, à travers l'éducation, à travers la culture. C'est quoi ton véritable message qui pourrait être une forme de petit héritage à une génération qui a besoin de s'ancrer sur des personnages, et c'est d'ailleurs l'objet de ce podcast. D'abord, je voudrais vous dire qu'on a une jeunesse exceptionnelle. Je vois, même la race s'est améliorée. Les jeunes sont beaux en ce moment. C'est extraordinaire. J'ai du bonheur à voir des jeunes beaux qui aiment ce pays. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a quelques petits faits divers que c'est ça la société. La société est ancrée. Je crois qu'il faut, à mon avis, plus appuyer sur la famille. La famille est un socle essentiel. Et c'est cette famille qu'il faut former et ouvrir pour qu'elle puisse ouvrir les enfants. J'aurais beaucoup de difficultés à donner des conseils. Je déteste donner des conseils parce que souvent les vieux croient qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout. Et la chance que j'ai eue d'avoir connu plein de gens et d'avoir vu qu'ils étaient extrêmement humbles, extrêmement modestes et qui acceptent et qui disent on connaît pas tout, on sait pas tout et qu'on peut écouter un jeune. Voilà. On arrive à la fin de ce moment fort agréable, fort empreint de sérénité, d'authenticité et de vérité.
Je te remercie beaucoup pour l'ensemble des messages que tu nous as partagés, en tout cas avec les auditeurs et moi-même. Je retiens encore une fois, assumer d'où on vient, qui on est, et garder la passion comme moteur de notre fonctionnement. Et je pense que l'ensemble de nos auditeurs ont bien entendu ça. Merci beaucoup pour ce partage. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble avec Business and Leaders, avec notre ami Mehdi Qutbi aujourd'hui, qui a été très vrai, très authentique et très sincère. Je pense que avec ce podcast, nous essayons toujours d'avoir des gens vrais, et il fut parmi ces gens-là. Merci beaucoup et à très bientôt.